Madame la représentante résidente de la Fondation Friedrich Ebert, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Simon, Monsieur Aluntine, fondateur Africa Job, Mesdames, Messieurs. Je suis invité aujourd'hui à livrer un plaidoyer. Qu'est-ce qu'un plaidoyer? Un plaidoyer, c'est l'expression d'une opinion juridique sur une question politique. Je m'en irai donc vous donner mon opinion juridique sur l'actualité politique, l'actualité sociale, l'actualité électorale au Sénégal. Et pour ce faire, questionner le pacte, l'état du pacte républicain au Sénégal à l'aune du droit, c'est une mission naturelle qui est échue à l'universitaire que je suis. Et donc le privilège d'être invité dans cet aéropage s'accompagne d'une exigence, celle de dire la vérité du droit dans sa pureté, lorsque le droit fait l'objet d'assauts répétés, lorsque le droit fait l'objet de violations répétées par des pratiques politiciennes assumées. L'universitaire, quand le contrat social se déchire au gré des logiques d'appareil, des logiques de pouvoir et de confiscation potentielle de la volonté générale, l'universitaire se doit de faire une profession de vérité, assumer sa vocation sociale, scander sa part de vérité, s'ériger en voie de la vérité brute du droit, constituer un rempart contre les contre-vérités, un rempart contre les mensonges, contre les élucubrations, un rempart contre les interprétations fourbes pour flatter le prince. L'universitaire cesse alors d'être un fonctionnaire pour faire une mission de société. Le savant organique est l'ennemi de la vérité sociale. La neutralité axiologique fait l'objet dans le débat juridico-politique de beaucoup d'interprétations. Et elle est rabattue très fréquemment par ceux dont la vérité du droit dérange, que la vérité du droit dérange. Mais la neutralité axiologique n'est point une impartialité du juriste. Elle n'est pas non plus une forme lâche de neutralisme devant les atteintes du droit. Elle ne signifie pas l'absence d'engagement. Le savant, c'est justement celui qui prête sa science au service de la société. Le savant, c'est celui qui façonne le réel et construit les imaginaires. Il est celui qui dit le droit. Lorsque la communauté des gens du droit détourne le regard d'un mal innommable, les universitaires, ou transforme le droit, à l'instar de cette magistrature, en instrument de conspiration, comme ce fut le cas pour Mamadou Dia en 1962, comme ce fut le cas pour Omar Blondin Diop en 1973. Nous tenir éveillés, disait Felwine Sarr. Faut-il brûler les facultés de droit, disait Abdou Aziz Diouf. Le désenchantement de la démocratie, la crise de l'état de droit, la magistrature bananière, l'aventure néocoloniale de Macky Sall. Que d'interpellations de la communauté du savoir juridique pour dire que la neutralité est la négation même du rôle du chercheur. L'existence d'un chercheur neutre est aporétique. Cela relève du non-sens. Cela relève de l'opportunisme intellectuel des serviteurs dociles du pouvoir. D'où le plaidoyer du jour par rapport à des élections qui se doivent d'être inclusives, ouvertes et transparentes. La neutralité axiologique, je le rappelais, c'est une fidélité à toute épreuve, à l'épure du droit, à la vérité du droit et aux valeurs qui subsument le droit, qui définissent le droit et qui essentialisent le droit. Dans toutes les communautés politiques, l'élection présidentielle n'a jamais été la panacée. Elle prépare au consensus national par des élections inclusives et sincères, mais paradoxalement, elle porte les germes irrédentistes d'une fracture sociale lorsque ces élections trahissent la volonté générale. L'élection présidentielle de 2024 ne fait pas exception à la règle et interroge sur la vitalité du contrat social sénégalais, ses ressorts profonds, sa pérennité dans le temps long, son existence selon qu'il se réhabilite par une élection juste ou selon qu'il périclite par une élection sélective. Que s'est-il passé au lendemain des élections présidentielles de 2007 au Kenya? Des crimes de guerre et la compétence de la Cour pénale internationale.
Que s'est-il passé au lendemain des élections présidentielles de 2010 en Côte d'Ivoire? Des crimes contre l'humanité et la compétence de la Cour pénale internationale. Que s'est-il passé en 2023 au lendemain des élections présidentielles au Gabon? Un coup d'État. C'est dire que l'élection présidentielle n'est pas la panacée et n'essentialise pas la démocratie. Dire le droit, penser le droit, expliquer le droit dans notre temporalité politique ne relève pas d'une entreprise d'interprétation. Je sais qu'il y a certains qui érigent l'interprétation en technique de fabrique d'un droit sous commande politique. Les juristes politiciens, les courtisans, ou comme disait Aluntine, les militants alimentaires. Interpréter lorsque le droit ignore toute niche d'insécurité, tout interstice douteux, c'est mentir sur le droit. Mentir sur le droit, c'est d'avoir entretenu un amalgame sur l'état de contumace en violation de la lettre et de l'esprit de l'article 356 du Code de procédure pénale. On ne distingue pas là où la loi ne distingue pas. On ne peut pas faire dire à la loi pénale ce que la grammaire de la loi pénale ne dit pas. Par rapport à l'article 356, les motifs d'une arrestation sont superfétatoires. Il ne saurait y avoir de divisibilité entre la personne arrêtée pour vol de portable et la personne recherchée pour corruption de jeunesse. C'est un mensonge du droit. Mentir sur le droit, c'est caporaliser l'administration d'État, la direction générale des élections en l'occurrence. L'épure du droit, la normalité du droit, l'orthodoxie du droit, c'est assigner à la direction générale des élections des compétences simplement techniques et ne pas la transformer en juge électoral de recevabilité des candidatures. La vérité du droit commande de dénoncer le caractère illégal du communiqué de Thiendella Fall de la DGE du 20 octobre 2023 dans lequel le recours des avocats de l'État à la Cour suprême a été considéré par mensonge comme étant suspensif en violation des articles L47-4 du Code électoral, 36 et 74-2 de la loi organique sur la Cour suprême. La Direction générale des élections échoue à garantir une élection transparente. Mentir sur le droit, c'est cautionner le pouvoir en cassation, introduit par l'agent judiciaire de l'État, alors même que dans l'orthodoxie du droit, il n'en a pas les compétences. Dans l'orthodoxie de ses attributions, l'agent judiciaire de l'État n'a pas intérêt à introduire un pourvoi contre l'ordonnance du tribunal de Ziguinchor, rendu le 12 octobre 2023. Il faut aller lire le décret de 1970. Les compétences de représentation de l'État, échues à l'agent judiciaire de l'État, sont limitées aux décisions ou jugements avec une incidence financière manifeste. Tel n'est pas le cas. L'agent judiciaire de l'État est d'ailleurs organiquement rattaché au ministère des Finances et des Affaires économiques. L'article 2 du décret de 1970, par rapport aux attributions originaires de l'agent judiciaire de l'État, le circonscrit aux actions dans lesquelles l'État peut être créancier ou débiteur. Tel n'est pas le cas, en l'occurrence, pour l'affaire qui sera jugée en cassation par la Cour suprême. La matière des droits fondamentaux, liberté d'expression, droit au suffrage, compétition électorale, est d'interprétation stricte, en ce que les droits fondamentaux de l'individu ne sauraient souffrir d'une interprétation dérogatoire, consubstantiellement attentatoire aux droits des individus. L'effet cliquet trouve ses racines dans la prohibition d'un revirement ou d'un retour en arrière, par une protection moins favorable à l'individu en matière de régime juridique de protection des droits fondamentaux. De surcroît, on ne peut que s'interroger sur la pertinence très douteuse de l'argument brandi hier par le premier président de la Cour suprême, Sireba, récusant la récusation du juge Abdoulaye Ndiaye, sous prétexte qu'il n'a connu que de la forme, l'urgence. Il ne peut pas connaître du droit le pourvoi. Il oublie que dans cette affaire, la chose jugée est indivisible. Et Abdoulaye Ndiaye, si on s'en tient à l'orthodoxie du droit, ne doit pas pouvoir être rapporteur. Mentir sur le droit,
c'est procéder à la dissolution, nomination de nouveaux membres de la Sénat. Et là, je parle sous le contrôle de mon là pour lui dire que je suis un plus grand expert électoral que lui. Le décret présidentiel du 3 novembre 2023 a-t-il respecté les formalités substantielles nécessaires de consultation des institutions, des associations, des organismes comme le barreau, la société civile, les universitaires, prévus à l'article L7 du Code électoral? La réponse est non. Le décret a-t-il illégalement procédé au renouvellement de l'intégralité des membres de la Sénat, contrairement aux dispositions de l'article L7 du Code électoral? La réponse est oui. Le décret a-t-il illégalement nommé de nouveaux membres à la Sénat, pourtant connus pour avoir participé à des initiatives politiques en faveur de la réélection du président de la République? La réponse est oui. En sus, le décret susmentionné portant nomination des nouveaux membres de la Sénat viole manifestement l'article L9 du Code électoral qui dispose, je cite, « Il ne peut être mis fin avant l'expiration de son mandat aux fonctions d'un membre de la Sénat que sur sa demande ou pour incapacité physique ou mentale. » Je laisserai à quiconque de se faire une idée par rapport à cela. Par conséquent, M. Seydou Nourouba a été nommé comme membre de la Sénat par décret du 9 octobre 2018. Son mandat expire de ce fait au mois d'octobre 2024 et donc sa nomination comme membre de la Sénat est illégale. Un autre exemple. Le président de la Sénat, Abdoulaye Sylla, fut nommé membre du Conseil constitutionnel par décret du 6 décembre 2018. Par conséquent, il ne pouvait être nommé à la Sénat. À l'instar de la DGE, la Sénat également, dans sa composition actuelle, échoue à garantir une élection libre, transparente et inclusive. Mentir sur le droit, c'est aussi apprêter une vertu simplement pédagogique aux décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Juridiquement, une décision favorable à un candidat rendu par la Cour de justice de la CEDEAO rétablit ce candidat définitivement dans ses droits, et ce, sans préjudice de ce que la Cour suprême va décider le 17 novembre. Les jurisprudences Khalifa Ababacar Sall, Karim Meïssa Wade, par lesquelles l'État du Sénégal a manifestement violé le droit communautaire, sont des exemples d'un État de non-droit, d'un État fourvoyeur de la vérité juridique. Selon l'article 20 du protocole de 1991 relatif à la Cour de justice de la CEDEAO, je cite, « Les décisions de la Cour de justice sont immédiatement exécutoires et ne sont pas susceptibles d'appel. » Faut-il rappeler que le statut de la Cour de justice de la CEDEAO est un traité international et par ricochet rentre pleinement dans le cadre des conventions prévues à l'article 98 de la Constitution du Sénégal. Est-il encore besoin de rappeler qu'en mai 2023, le Sénégal a installé auprès du ministère de la Justice l'autorité chargée de suivre l'exécution des décisions judiciaires rendues par la Cour de justice de la CEDEAO? Mentir sur le droit, c'est aussi, surtout, transformer l'État républicain en État policier. Dissolution de partis politiques, chose qui n'a pas existé au Sénégal depuis la dissolution du PAI, du bloc des masses sénégalaises, interdiction des libertés de manifester et d'expression au Sénégal, rafles policières, arrestations pour délit d'opinion, barricades de domicile et de sièges de partis politiques. En somme, l'état du droit au Sénégal, corrélé à l'élection présidentielle à venir, n'a jamais été l'objet de lutte sociale, politique avec en creux l'idée de la fin d'un cycle ou d'un paradigme passéiste de gouvernance néo-féodale ou coloniale. L'élection présidentielle à venir a pour enjeu la fin de l'État colonial sénégalais, avec à sa tête ses derniers pions politiques vassalisés. L'état de droit
n'étant pas une délibération décrétale, mais sociale, notre ère démocratique est celle de la contestation protéiforme, après que naquirent difficilement, dans un autre contexte, le multipartisme limité à 4, le multipartisme intégral à partir de 1976, l'alternance de 2000 et l'alternance trahie de 2012. L'enjeu est la réhabilitation du droit, confiée à 5 juges de la Cour suprême que le destin a propulsé comme porte-étendard d'un souffle démocratique qui demande à éclore. Ce qui reste de la démocratie, pas grand-chose au Sénégal, est suspendu à la décision de la Cour suprême. En quelque sorte, ces juges feront l'histoire ou déferont l'histoire. Ces juges feront l'histoire en ne participant pas à la transformation du droit en outil de conspiration politique. Ces juges feront l'histoire en disant non à un État policier, tout entièrement organisé pour la déchéance des droits civils et politiques d'un citoyen électeur. Ces juges feront l'histoire en respectant la doxa de la séparation des pouvoirs prévue à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs, n'a pas de constitution. Nous verrons si le Sénégal a bien une constitution le 17 novembre. Je vous remercie.